il y aura des éclairages. Je pense que les rapporteurs sont aussi en train de prendre la quintessence des présentations. On tirera les enseignements à la suite des 3 présentations. Merci. Devant de l'accueillir. Elle devait arriver hier, mais il y a eu la grève de l'enseignant. Elle a dû prendre la route. Elle vient d'arriver, donc directement elle a continué dans la salle. Merci Madame la Présidente. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, remercier l'Ordre national des sages-femmes et médecins d'État d'avoir associé le cabinet d'avocats Satou Dambélé à cette activité. Et nous sommes très honorés de pouvoir vous assister dans le cadre de vos travaux. Donc je vais aller très vite dans le vif du sujet. Il s'agit de présenter le règlement intérieur et la chambre de discipline. Je ferai à la fin donc, un petit résumé sur la responsabilité juridique de la sage-femme et du médecin d'État. Du magnéticien. Donc le règlement intérieur a été adopté, comme vous le voyez, par un arrêté en 2014. Donc, en réalité, nous avons vu tout à l'heure la présentation de la loi. C'est la loi qui renvoie pour certaines de ces dispositions à l'adoption du règlement intérieur. Donc le règlement intérieur est adopté en vertu de la loi des sages-femmes et médecins et du conseil régional. Leurs attributions, les précisions qui ne sont pas apportées dans la loi sont apportées dans le règlement intérieur. Donc la durée d'élection des membres de ces instances-là. Et puis, la répartition, comme cela a été déjà dit, comme vous le savez, la secrétaire générale a des tâches classiques de secrétariat. On ne va pas s'attarder sur ces points. Ensuite, il y a le trésorier général qui est également prévu, aussi bien au niveau du Conseil national comme au niveau du Conseil régional. Donc, bien entendu, en tant que tout trésorier, il a la charge de l'administration, la gestion des finances et des biens de l'ordre, avec un ensemble de missions qui sont décrites dans le règlement intérieur. Donc, recevoir les cotisations dont on parlait tout à l'heure, donc tenir l'échiquier, co-signer avec le président des sorties de dépenses et de fonds, donc élaborer les rapports financiers qui sont soumis au Conseil de l'ordre, aussi bien au niveau du Conseil national qu'au niveau du Conseil régional. Donc, ensuite, les autres membres, donc, en dehors de ce qu'on vient de voir, donc, le secrétaire à l'organisation et à l'information, bien entendu, cela s'entend, il est chargé de veiller à l'organisation, par exemple, du congrès. Le secrétaire à l'organisation et à l'information a dû contribuer à sa mise en place. Donc, le secrétaire au développement de la profession, qui lui doit entreprendre toute action nécessaire pour le rayonnement de la profession, et il est également responsable de la formation des membres de l'ordre et des questions qui sont relatives à la recherche. Et enfin, le secrétaire à l'éthique professionnelle et aux questions juridiques et à la réglementation, lui, il assure la mise à jour au niveau du conseil des textes et leur suivi à la fois au niveau national et international. On a parlé tantôt d'universalité. Je pense que cela peut être intéressant en termes d'évolution. Ensuite, au niveau de chaque instance, les textes sont prévus, la loi prévoit des commissaires aux comptes. Donc il faut 2 commissaires aux comptes au niveau de chaque instance qui vont donner un regard extérieur sur la gestion qui est faite au niveau de chaque ordre. Donc c'est un instrument de contrôle qui est assez important pour la transparence et la sincérité des différentes dépenses et pour la gestion des biens de ces 2 instances. Ensuite, au niveau de l'élection, je pense que ce congrès est l'occasion de renouveler les instances. Donc il y a des règles qui sont prévues dans le règlement intérieur. La loi a renvoyé au
qui peut être électeur? C'est bien entendu lorsqu'il s'agit du conseil régional de l'ordre, c'est toute sage-femme qui est inscrite au tableau. Donc ceux qui ne sont pas inscrits ne peuvent pas être électeurs, ni éligibles d'ailleurs. Donc c'est aussi important. Au niveau national, c'est toute sage-femme qui est inscrite au tableau et qui ajoute ses cotisations. Donc ça aussi c'est un élément important. Donc au moment de voter tout à l'heure, ceux qui ne sont pas à jour, en principe, leur vote n'est pas valable. Les candidatures sont individuelles et par poste. Elles doivent être déclarées 1 mois avant la date prévue du congrès. Donc j'espère que ça a été fait selon les formes. Donc chaque candidat, selon les textes, doit remplir un formulaire, joindre une attestation de régularité de ses cotisations. Donc la liste des candidats est publiée 15 jours avant la date des élections. Et s'il n'y a pas de candidat, l'Assemblée ou les membres peuvent faire des propositions de candidats pour un poste donné. Donc voilà la procédure qui est prévue. Concrètement, dans le déroulement des élections, il y a un comité qui doit être mis en place 15 jours avant le congrès ou l'Assemblée régionale. Et les membres de ce comité ne sont ni électeurs ni éligibles. Donc ils sont chargés d'assurer la supervision des élections. Voilà. Il est possible de se faire représenter pour le vote, mais plusieurs membres. Donc les membres qui sont absents auraient pu vous donner mandat pour voter en leur lieu de place. Donc l'élection se fait par bulletin secret et à la majorité absolue des voix au premier tour ou à la majorité de l'ordre, mais 60 jours avant, c'est-à-dire en dehors de l'ordre du jour qui est fixé par le Conseil, un membre de l'ordre peut soumettre une question d'importance à la décision du Congrès ou de l'Assemblée régionale. Pour l'Assemblée régionale, c'est à peu près les mêmes conditions qui sont prévues que pour le Congrès. Puisque comme vous le savez, au niveau national, c'est le Congrès. Au niveau régional, au niveau du Conseil régional, la réunion de l'ensemble des membres, c'est l'Assemblée régionale du Conseil. Donc ce n'est pas l'ensemble des membres des sages-femmes ou magiciens qui sont membres du Conseil, mais l'ensemble des membres du Conseil qui ont été élus, qui se réunissent et qui ont une compétence qui leur ont été conférées par la loi pour prendre certaines décisions. Donc, enfin, il y a un point qui est important à ce niveau, la gratuité des fonctions du membre du Conseil, c'est ce qui est prévu dans les textes, avec la possibilité cependant pour les missions, les frais de mission peuvent être pris en charge, selon les conditions. Tout le monde là-bas, si tout le monde peut ouvrir à la page 16, 18. Page 18. Comme vous m'avez dit, je viens de dire, de toute façon, les infractions proviennent du non-respect du code de déontologie. Page 18. C'est vu, mais à la page suivante. Donc ça commence à la page 18 et on va à la page 19. Page 19, il y a les dispositions générales avec les définitions, surtout l'article 2 qui définit ce que c'est que la déontologie, qui est l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout sage-femme ou tout magicien doit observer ou s'inspirer et s'engager à respecter dans l'exercice de la fonction. Donc ici, on donne de façon globale ce qui est les sanctions, je pense qu'on en a déjà parlé, mais nous on va aller dans le publicité. Quels sont les devoirs et les devoirs de la sage-femme? Malheureusement, dans tous les documents, on parle beaucoup plus du devoir que du droit. Je pense qu'on aura le temps de discuter ensemble du droit de la sage-femme, parce que c'est ça aussi qui est important. On a des devoirs, mais on oublie aussi ce que nous devons avoir comme droit pour exercer. Je pense qu'on va développer ça et comme Mme Tonnerre l'a dit, ça peut faire partie de nos recommandations parce qu'il y a un certain nombre d'éléments dans le code de l'autonomie qu'on ne peut pas nous sortir, qui sont peut-être importants pour que la sage-femme ou le médecin puisse exercer normalement sa fonction. Donc, si on continue à
Voici les témoignages généraux des sages-femmes et des médecins. L'article 5 dit que le respect de la vie de la personne constitue en toutes circonstances le devoir primordial de la sage-femme et du médecin. Donc ça c'est important. Je pense que tout personnel de santé, ça doit être le premier élément. Tout personnel sait que le secret professionnel institué dans l'intérêt des clients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. Ça c'est déjà dit dans ce qui précède. Et l'article 8, la sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui les assistent dans leur travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel. C'est important parce que souvent on ne travaille pas seul. Nous, on peut dire que nous respectons le secret professionnel, et ceux qui sont à côté de nous, c'est nous qui leur disons qu'ils sont tenus à ce secret professionnel. Parce que souvent on oublie, il y a certaines choses qui sortent après, on dit que c'est la sage-femme, on va faire ce n'est pas la sage-femme. C'est ceux qui étaient à côté. C'est ça l'intérêt dans la gestion des malades avec les accompagnants. Parce que certains accompagnants n'ont pas ce secret-là. Tant que vous ne leur dites pas cette chose, ils vont sortir, dire voilà, j'ai trouvé ça. Si nous, dans les salles où il y a beaucoup de personnes, souvent l'accompagnant ne regarde pas sa patiente, il va regarder l'autre. Et c'est ce qui va sortir de là-bas à ce moment-là. Donc c'est à nous de savoir faire la divulgation, savoir comment ça se passe. L'idéal, c'est que si vous avez une cliente, il n'y a pas de clients dans la même salle. Parce que malheureusement, dans nos salles d'accouchement, souvent c'est des salles où tout le monde est couché, se regarde, et souvent ça pose problème. Donc ça, c'est déjà un élément. Puisque ça vient, on dit que la sage-femme doit travailler dans les bonnes conditions. On va arriver là. Donc voici déjà un problème qui existe et qui pose problème dans l'exercice de la fonction de sage-femme ou de médecin d'État. La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement sa sage-femme. Les soins ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir ses soins. Elle doit faciliter l'exercice de ce droit. Parfois, je ne sais pas si c'est pas arrivé aussi, parfois il y a des patients qui peuvent dire que je vais voir madame Intel. Mais du fait que madame Intel n'est pas là, l'autre là n'est pas contente parce qu'elle ne va pas faire. C'est son droit. Vous pouvez dire à madame Intel n'est pas là, c'est madame X qui est là. Si elle veut, c'est sûr, si elle est obligée, elle va venir. Mais pas obligée à aller voir madame X parce qu'elle n'a pas le droit, elle est venue pour elle va demander d'appeler madame Y. C'est son droit. Donc il faut que nous intégrons ça. Vous allez voir dans certains centres où les gens viennent voir fréquemment un tel. Ça dépend de ce que la personne fait. Si vous voulez être comme ça aussi, il faut que vous changez votre comportement pour que les gens viennent vers vous. C'est plus simple. Parce que souvent on se dit, non, voilà, un tel peut faire le malin, tout le monde sait qu'on vient voir nous. Ça dépend de ce que la personne fait. Donc, si le malade vient dire qu'elle doit voir un tel, c'est son droit. Si elle est là, elle est là-bas. Si elle peut aller, elle ira. On connaît les femmes qui viennent, tant que madame Intel n'est pas là, elle n'est pas chez elle. C'est son droit. Donc, il ne faut pas blâmer les patients pour ça. On dit que la volonté de la personne doit être respectée en toutes circonstances. Donc, il ne faut pas que ça fait partie de notre foi de déontologie pour qu'on la respecte. Si on continue toujours, on dit lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus ou informés, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité d'informer, ceci est décide la conduite à tenir. C'est-à-dire que même s'il y a un problème, vous devez être à mesure de discuter avec la famille pour décider. Souvent, nous, on prend la responsabilité de décider seul. Si ça se passe bien, quand même, si ça se passe mal, les mecs qui nous sont là, ils peuvent vous dire des choses, après, on regarde parce que ça n'a pas été respecté. Donc, il faut qu'on sache ce que nous faisons. Et souvent, on dit, la personne qui vient de, je ne sais pas de quel village, vous voyez les trucs placés, vous ne savez qui est derrière cette personne. Chaque fois, on dit non, c'est une villageoise. La villageoise aussi a des parents qui sont en ville. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ça. Et l'article 10 dit que la sage-femme ou le médecin doit s'abstenir de tout agissement ou manifestation de nature à porter atteinte à l'honorabilité de la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci. C'est-à-dire que même si vous êtes à la retraite, vous devez dénigrer la profession de sage-femme, même si vous n'exercez plus. Vous êtes tout d'abord sage-femme avant de devenir ce que vous êtes. Donc le médecin, donc il faut qu'on sache ce qu'on fait. Ça vous avez dit que vous serez la fonction de sage-femme, vous faites autre chose. Mais si vous êtes sage-femme, vous allez encore faire des promotions, on dit non, les sages-femmes sont comme ça. On va mettre tout le monde dans le même sac. Voilà, donc, et ça dans le code c'est bien précisé.
Donc, on dit que la sage-femme doit porter secours avant un malade en danger dans le limite de ses compétences. Je pense que ce qu'il vient de dire tout à l'heure, l'absence d'assistance là, ça peut être une infraction. Donc, toujours, et lorsqu'une sage-femme discerne qu'une personne est victime de violation de ses droits, elle doit mettre en œuvre les moyens adéquats pour protéger la personne. Souvent, ça c'est délicat, mais si vous pouvez le faire, ce sera mieux. Parce que parfois, vous allez vous rencontrer à des gens qu'on a séquestrés, vous devez donner des soins. Malheureusement, parfois vous êtes démunis, vous n'avez pas de bouche pour dire certaines choses. Mais si vous pouvez dire que ça s'arrange, ça peut être une bonne chose. Merci beaucoup à tous les collègues et collègues. Je profite ici pour remercier les présentateurs par rapport aux différentes modules. J'ai deux questions, mais ces deux questions, c'est à l'endroit de l'honorable député. La première, est-ce que la fonction publique à nos jours et les différentes structures privées doivent embaucher une sage-femme ou un maïticien d'État qui n'est pas affilié à l'ordre? Et pour terminer, honorable, qu'est-ce que vous proposez pour que nous ayons une forte adhésion à l'ordre des sages-femmes et des maïticiens d'État? Merci beaucoup à ceux qui nous ont vraiment apporté ces éclaircissements. Moi, je voulais poser la question à Dr Sandro qui avait dit que les sages-femmes ne doivent pas dépasser les compétences dans leurs fonctions. Peut-être dans d'autres pays, est-ce qu'ici il y a une inscription réelle de ce que la sage-femme doit faire et qu'on ne doit pas extrapoler pour aller à d'autres? Je voulais vraiment qu'on nous stipule jusqu'où on peut aller et là où on ne peut pas aller. Merci. Merci madame Mondiema. Monsieur Améogo. Ok, merci bien, monsieur le modérateur. Et je voudrais, avant de je viens de m'avoir mes prédécesseurs pour dire merci au comité d'organisation pour nous avoir choisi des communicateurs à la hauteur de nos attentes. Donc vraiment, nous sommes satisfaits des différentes communications qui ont été présentées ici. Néanmoins, j'ai quand même des questions de compréhension.